La famille de mon petit ami pensait pouvoir m'humilier en secret, me détruire avec un mot cruel, croyant que je n'étais qu'une fille de province ignorante et sans valeur. Ils étaient persuadés que leur argent et leur nom de famille leur donnaient le droit de me juger, de me rabaisser. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur arrogance venait de me donner l'arme la plus puissante qui soit. Et j'allais m'en servir pour transformer leur parfait dîner de famille en un véritable tribunal où ils seraient à la fois juges et accusés. Avant de vous raconter en détail comment j'ai méticuleusement orchestré ma riposte, j'aimerais prendre une seconde pour vous saluer. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment, et quelle heure il est chez vous. J'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent et imaginer la communauté que nous formons, tous ensemble, malgré les distances. Tout a commencé il y a 6 mois. 6 mois que je sortais avec Léo. Ce n'était pas une amourette passagère, c'était le genre d'amour qui vous donne l'impression d'avoir enfin trouvé votre place dans l'univers. Léo était doux, intelligent, et il me regardait comme si j'étais la seule femme sur Terre. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement et entièrement aimée. Alors, quand il m'a annoncé, les yeux brillants d'excitation, que sa famille voulait enfin me rencontrer lors de leur traditionnel dîner dominical, mon cœur a fait un bond, un mélange de joie et de pure terreur. La famille Durand. Rien que le nom suffisait à intimider. C'était l'une de ces vieilles familles parisiennes dont la fortune et l'influence remontaient à plusieurs générations. Ils vivaient dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, un monde à des années-lumière de mon petit appartement à Lyon et de mon enfance modeste. J'avais les paumes moites rien qu'en y pensant. Cette rencontre était cruciale. L'approbation de sa famille, et surtout de sa mère, Martine, comptait plus que tout pour Léo. Sur la route, dans sa voiture luxueuse qui glissait sans un bruit sur les pavés parisiens, Léo a dû sentir ma nervosité. Il a posé sa main sur la mienne. « Ne t'inquiète pas, Clara. Ça va bien se passer, m'a-t-il dit avec un sourire rassurant. Puis, après une hésitation, il a ajouté, juste un avertissement. Ma mère, Martine, peut être un peu, disons, traditionnelle. Elle est très attachée à notre nom, à notre histoire. Elle peut paraître froide au premier abord, mais c'est une façade. Une façade. J'ai hoché la tête, l'estomac noué, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais une experte en façade. Ce qu'il ignorait, c'est que la culture et la tradition, dont sa mère était si fière, était un monde que je connaissais intimement, mais d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ma mère, que j'admirais plus que tout, était professeure de piano à Lyon. Elle n'avait pas d'argent, mais elle avait une richesse bien plus grande, la connaissance. Dès mon plus jeune âge, elle m'avait traîné dans les musées, m'avait appris à lire une partition comme un livre ouvert, et m'avait enseigné l'histoire de l'art avec une passion contagieuse. Je pouvais vous parler des heures de la transition du classicisme au rococo, de la symbolique cachée dans un tableau de Watteau, ou de la structure d'une fugue de Bach. Mais en me regardant, avec mes vêtements achetés en solde et mon accent lyonnais discret, personne ne pouvait le deviner. Les gens voyaient une petite provinciale, simple, peut-être un peu naïve. Et honnêtement, il avait parfois été plus simple de les laisser le croire. Ce jour-là, j'ai pris une décision consciente, je ne dirai rien. Je serais la toile blanche sur laquelle ils projetteraient tous leurs préjugés. J'allais observer, écouter, et les laisser se sentir parfaitement à l'aise dans leur cruauté. La voiture s'est arrêtée devant un portail en fer forgé monumental. Derrière, un bâtiment haussmannien majestueux se dressait, intimidant. « Prête ?» m'a demandé Léo, sa voix pleine d'une innocence qui me brisait déjà le cœur. J'ai rajusté la simple robe noire que j'avais choisie avec tant de soin, espérant qu'elle soit assez sobre pour ne pas attirer les critiques. J'ai inspiré profondément. Je n'étais pas seulement sur le point de rencontrer sa famille. J'entrais dans l'arène. Et je ne savais pas encore à quel point les lions allaient être affamés. La porte s'est ouverte, révélant une femme d'une 60aine d'années, impeccablement vêtue d'un tailleur en tweed, un collier de perles à son cou. C'était Martine. Son sourire était parfaitement dessiné, mais il n'atteignait pas ses yeux. Ses yeux, d'un bleu acier, m'ont scanné de la tête aux pieds en une fraction de seconde, et dans ce regard, j'ai su. J'ai su que ma soirée allait être bien plus compliquée que prévu, et que la tradition de cette famille cachait quelque chose de bien plus sombre. L'intérieur de la maison était à l'image de sa propriétaire, impressionnant, luxueux, mais d'une froideur glaciale.
Tout était parfaitement à sa place, des tableaux de maîtres accrochés au mur lambrissés au bibelot en porcelaine disposés avec une précision chirurgicale sur des meubles d'époque. Il n'y avait pas une once de désordre, pas un grain de poussière, pas une trace de vie. L'air lui-même semblait figé, chargé d'une odeur de cire d'antiquaire et de parfums coûteux. On ne se sentait pas dans une maison, mais dans un musée. Un musée où je n'étais clairement pas à ma place. Clara, enchantée de faire enfin votre connaissance, a dit Martine, sa voix mûre et contrôlée. Le mot « enchanté » sonnait faux, comme une note dissonante dans une symphonie par ailleurs parfaite. Elle m'a tendu une main fraîche, ses doigts effleurant à peine les miens, un contact aussi bref et impersonnel que possible. Léo, rayonnant, nous a présentés au reste de la famille. Il y avait son père, Jean-Philippe, un homme d'affaires à l'allure sérieuse qui m'a gratifié d'un hochement de tête poli mais distant. Et puis il y avait Chloé, la sœur cadette de Léo. Elle était le portrait craché de sa mère, avec le même regard calculateur et un sourire en coin qui semblait dire « Je t'ai déjà jugé, et tu ne vaux pas grand-chose ». Nous sommes passés dans le grand salon pour l'apéritif. Alors que Léo me servait une coupe de champagne, j'ai senti le regard de Martine posé sur moi. Cette robe, simple, a-t-elle commenté, le mot « simple » étant clairement un euphémisme pour « banal »,« pauvre ». Vous l'avez trouvée à Lyon, je suppose ? J'ai simplement souri et répondu « Oui, j'aime les choses épurées ». Le dîner a commencé, et avec lui, le véritable supplice. La table était dressée avec une vaisselle en porcelaine de Limoges et une argenterie qui devait valoir plus que mon salaire annuel. Assise là, je me sentais comme une usurpatrice. Tant que Léo participait à la conversation, Martine et Chloé maintenaient une façade de civilité. Elles me posaient des questions polies sur mon travail, sur ma vie à Lyon, mais leur visage trahissait un ennui et un dédain à peine voilés. Le vrai spectacle a commencé dès que Léo s'est tourné pour parler à son père d'une affaire de fusion-acquisition. Profitant de cette diversion, j'ai entendu distinctement le murmure de Martine à Chloé, un son sifflant qui a traversé la table. Regarde ses manières. Elle tient ses couverts comme une paysanne. On voit tout de suite qu'elle ne vient pas de notre monde. Chloé a laissé échapper un petit rire étouffé, un son cristallin et cruel. Mon sang s'est glacé. Je n'ai pas bougé. J'ai continué à manger, à sourire, comme si de rien n'était. C'était leur première erreur. Ils pensaient que je n'entendais pas, ou que j'étais trop intimidée pour réagir. Ils se trompaient lourdement. À cet instant, j'ai cessé d'être une invitée. Je suis devenue une anthropologue, étudiant une tribu hostile dans son habitat naturel. Les attaques se sont succédées, de plus en plus audacieuses. Chloé a pris la parole. Léo nous a dit que tu travaillais dans une petite agence de communication. C'est adorable. Tu dois t'amuser à faire des petits logos pour les boulangeries du quartier. L'insulte était claire, mon travail, ma carrière, n'était qu'un passe-temps insignifiant comparé à leurs empires financiers. Martine a enchaîné, parlant de leurs prochaines vacances au ski à Gstad, d'une vente aux enchères chez Christie's où elles avaient acquis une sculpture hors de prix. Chaque mot était une arme, conçue pour me faire sentir petite, ignorante et pauvre. Elle ne me parlait pas, elle parlait, autour de moi, comme si j'étais un meuble, un objet décoratif sans pensée ni sentiment. Léo, absorbé par sa conversation avec son père, ne remarquait rien. Son innocence était presque douloureuse à regarder. Il était tellement fier de me présenter, tellement sûr que sa famille m'aimerait comme il m'aimait. Il ne voyait pas le venin qui se cachait derrière les sourires de sa mère et de sa sœur. J'ai serré les poings sous la nappe en lin immaculé, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Une partie de moi voulait hurler, jeter ma serviette et partir en claquant la porte. Mais une autre voix, plus calme, plus froide, me disait d'attendre. Chaque insulte était une munition. Chaque commentaire méprisant était une pièce à conviction. Je n'étais pas leur victime. J'étais leur juge, et le procès ne faisait que commencer. Je continuais à sourire, un sourire vide et mécanique, mais à l'intérieur, je comptais les phrases comme les perles d'un chapelet. 1, 2, 3 insultes de plus. J'ai gardé le silence. Sois poli, ne fais pas de scène. Mais je savais que mon silence n'était pas de la faiblesse. C'était de la préparation. Je pensais avoir tout entendu, avoir mesuré toute l'étendue de leur mépris, mais ce que Martine a fait ensuite a dépassé toutes les limites de la cruauté.
Le plat principal a été desservi, et Martine a annoncé avec un sourire éclatant, « Et maintenant, l'entrée. Goûtez-moi ça, ma chère Clara. » Une spécialité de la maison, un plateau de fruits de mer de notre fournisseur à Cancale, fraîchement arrivé ce matin. Un immense plateau d'argent a été posé au centre de la table, débordant d'huîtres, de langoustines, de crevettes et de homards. C'était un spectacle magnifique, une ode à la richesse et à l'opulence. C'était aussi mon pire cauchemar. Je suis sévèrement allergique aux crustacés. Ce n'est pas une petite intolérance, c'est une allergie potentiellement mortelle, celle qui vous envoie aux urgences avec un choc anaphylactique. Léo le savait parfaitement. Je lui en avais parlé dès le début de notre relation, après un incident dans un restaurant. J'étais absolument certaine qu'il l'avait mentionné à sa mère en préparant ce dîner. Une mère normale, soucieuse du bien-être de l'invité de son fils, aurait noté cette information cruciale. Mais Martine n'était pas une mère normale. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Tous les regards étaient tournés vers moi. C'était un piège, et il était parfait. Si je mangeais, je tombais malade. Si je refusais, je passais pour une invitée impolie et difficile, insultant la spécialité de la maison. J'ai posé ma serviette et j'ai dit, d'une voix que j'espérais calme, « Cela a l'air absolument délicieux, Madame Durand. » Malheureusement, je ne pourrai pas y goûter. Je suis extrêmement allergique aux fruits de mer. Le silence s'est fait. Martine a ouvert de grands yeux, feignant une surprise totale. « Oh, mon Dieu! Vous êtes sérieuse? » Mais... Léo ne m'a rien dit. Mon fils, quelle tête en l'air. J'en suis absolument désolée, ma pauvre enfant. Quel dommage. Chaque mot dégoulinait de fausse compassion. Le sourire triomphant qu'elle a échangé avec Chloé une fraction de seconde plus tard ne m'a pas échappé. Ce n'était pas un oubli. C'était un acte de guerre. C'était une manière de me dire, tu es si insignifiante que ta santé, ta sécurité, ne comptent pas. Léo, réalisant soudain l'énorme gaffe, est devenu blême. Maman, mais je te l'ai dit. Je t'ai envoyé un texto la semaine dernière, je suis sûre. Clara, je suis tellement désolée. Il était mortifié, honteux. Il se confondait en excuses, incapable de voir la malveillance pure derrière cet oubli. Il défendait encore sa mère, lui trouvant des excuses. Elle a tellement de choses à gérer. Pendant ce temps, Jean-Philippe, son père, n'a pas dit un mot. Il a simplement continué à manger ses huîtres, comme si l'incident était une simple nuisance. Son silence était presque plus assourdissant que les fausses excuses de sa femme. C'était la confirmation que dans cette famille, la cruauté était non seulement acceptée, mais normalisée. C'est à ce moment-là que j'ai failli craquer. La violence de cette attaque, si personnelle, si délibérée, m'a frappé en plein cœur. Ce n'était plus seulement du snobisme, c'était de la méchanceté pure. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, une boule se formait dans ma gorge. J'avais envie de me lever, de hurler toute ma rage et ma peine, et de fuir cette maison de fous. Dites-moi, honnêtement, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous parti sur le champ en claquant la porte? Auriez-vous confronté Martine devant tout le monde? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si j'ai bien fait de rester. Parce que je suis restée. J'ai ravalé mes larmes, j'ai relevé la tête et j'ai dit, avec un calme qui m'a moi-même surprise, ne vous inquiétez pas, Léo, ce n'est pas grave. Le reste du repas est délicieux. J'ai pris mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée, mes mains tremblant légèrement. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir brisée. Pas encore. J'allais endurer, j'allais survivre à cette soirée, et j'allais trouver le moment parfait pour riposter. Je ne savais pas que ce moment viendrait plus vite que prévu, et d'une manière totalement inattendue. Alors que je pensais que la situation ne pouvait pas être pire, que le malaise était à son comble, la sonnette de la porte d'entrée a retenti, un son clair et impérieux qui a interrompu le silence tendu. Et la personne qui est entrée par la porte quelques instants plus tard était mon pire cauchemar incarné. Chloé s'est levée avec un empressement suspect, un grand sourire illuminant son visage. « Je vais ouvrir », a-t-elle lancé, comme si elle attendait cette visite. Quelques instants plus tard, elle est revenue dans la salle à manger, suivie d'une jeune femme grande, blonde, d'une beauté classique et glaciale,
vêtue d'une robe de créateur qui criait « Argent ». Amandine. Mais quelle merveilleuse surprise, s'est exclamée Martine en se levant, son visage s'illuminant d'une chaleur et d'une sincérité qu'elle ne m'avait manifestement pas réservée. Nous parlions justement de toi l'autre jour. Léo s'est figé sur sa chaise, son visage se décomposant. Il s'est tourné vers moi et a murmuré, la voix pleine de panique, « Amandine ? C'est mon ex. » Mon cœur a sombré. Bien sûr. Amandine, la fille de l'associé de son père, la fiancée parfaite qu'il avait quittée 6 mois avant de me rencontrer. Le piège était évident, grossier, mais terriblement efficace. Ce n'était pas une surprise. C'était une embuscade. « Bonsoir tout le monde » a dit Amandine d'une voix suave, en faisant la bise à Martine et Chloé. Ses yeux se sont posés sur moi, un éclair de triomphe traversant son regard. « Et Léo, tu ne me présentes pas ?» La suite de la soirée s'est transformée en une séance de torture psychologique. Une chaise a été ajoutée à la table, juste en face de moi. Amandine s'est assise, et la conversation a été immédiatement monopolisée par le trio infernal, Martine, Chloé et elle. Elles ont commencé à évoquer avec force détail des souvenirs communs, des vacances à Saint-Barth, des soirées au Polo Club, des anecdotes de leur enfance passée ensemble. Chaque phrase était une exclusion, chaque rire partagé était un mur de plus qui se dressait entre Léo et moi, et entre moi et le reste de la table. J'étais devenue invisible. Pire qu'invisible, j'étais une anomalie, une tache sur leur tableau parfait. J'ai essayé de participer, de poser une question, mais mes tentatives étaient balayées par un regard condescendant de Chloé ou une réponse monosyllabique de Martine avant qu'elle ne se retourne vers Amandine pour continuer leur conversation exclusive. Léo était pris au piège. Il était visiblement mal à l'aise, essayant désespérément de m'inclure. Clara aussi aime voyager, a-t-il tenté de dire. Martine a coupé court, oui, mais Gstad, c'est une autre atmosphère, n'est-ce pas, Amandine ? Il faut avoir l'habitude. Il a essayé de parler de mon travail, l'agence de Clara a eu un gros contrat récemment. Chloé a ricané, oh, c'est vrai ? Avec la charcuterie du coin ? L'humiliation était totale, publique. Il ne se cachait même plus. Il me montrait, délibérément, que je n'appartenais pas à leur monde, que j'étais inférieure, et qu'Amandine était celle qui aurait dû être à ma place. Je regardais Léo, et je voyais la lutte dans ses yeux. Il aimait sa famille, il avait été élevé dans ce moule, et il ne savait pas comment s'y opposer. Sa faiblesse à ce moment-là me faisait presque plus de mal que la méchanceté de sa mère. Je me suis sentie complètement seule. J'ai baissé les yeux vers mon assiette, à peine touchée, me concentrant sur le motif de la porcelaine pour ne pas pleurer. Chaque minute semblait durer 1 heure. J'entendais leurs rires, leurs voix qui s'entremêlaient, et tout cela me parvenait comme un bruit de fond lointain et douloureux. Je n'étais plus qu'une coquille vide, une spectatrice de ma propre humiliation. Je me demandais ce que je faisais là, pourquoi j'endurais ça. L'amour de Léo valait-il ce prix ? Vous savez, il y a des moments dans la vie où l'on se sent tellement petit, tellement impuissant. J'étais à un de ces moments. J'avais envie de disparaître sous la table. Mais ensuite, j'ai relevé la tête et j'ai croisé le regard d'une personne. Quelqu'un qui était resté silencieux pendant toute la soirée, observant la scène avec des yeux vifs et intelligents. Tante Isabelle. La vieille tante de Léo, assise au bout de la table. Elle m'a regardée, et pour la première fois, j'ai vu non pas de la pitié, mais de la compréhension. Un léger, presque imperceptible hochement de tête. C'était un message silencieux, tiens bon. Ce petit geste m'a donné une bouffée d'oxygène. Je n'étais pas complètement seule. Quelqu'un voyait. Quelqu'un comprenait. J'ai redressé les épaules. La soirée n'était pas terminée. Et mon tour viendrait. C'est alors que Martine, probablement frustrée par mon silence et ma résilience, a décidé de porter le coup de grâce. Elle s'est tournée vers moi avec un faux air de pitié, un sourire mielleux sur les lèvres, et a prononcé la phrase qui a tout changé, la phrase qui a scellé son propre destin. Le repas touchait à sa fin. Le dessert avait été servi, une pâtisserie complexe que je n'ai même pas regardée. L'atmosphère était lourde, saturée de tensions non dites et d'agressions à peine voilées. Jean-Philippe, le père de Léo, qui avait été remarquablement silencieux, a soudain pris la parole.
Il s'est mis à disserter sur une prochaine exposition au Grand Palais, un événement majeur sur la peinture du XVIIIe siècle. Sa voix était pompeuse, celle d'un homme habitué à ce que ses opinions soient considérées comme des vérités absolues. C'est un art d'une subtilité extrême, a-t-il déclaré en balayant la table du regard. Une finesse que les étrangers à ce milieu, les non-initiés, ne peuvent pas vraiment en saisir l'âme profonde. Il faut une éducation, un certain héritage, pour apprécier pleinement. Son regard a glissé sur moi une fraction de seconde, et le message était limpide. J'étais l'étrangère. La non-initiée. Martine a sauté sur l'occasion. C'était l'ouverture qu'elle attendait. Elle a posé sa cuillère, a tapoté délicatement ses lèvres avec sa serviette, et a soupiré d'un air théâtral. Elle s'est tournée vers Amandine, mais sa voix portait délibérément dans toute la pièce, chaque syllabe aiguisée comme un éclat de verre. Tu as tellement raison, Jean-Philippe. C'est peine perdue d'essayer d'éduquer certaines personnes. On ne peut pas transformer le plomb en or. Puis, elle s'est penchée vers Amandine comme pour lui confier un secret, mais son murmure était perfide, calculé pour que je l'entende. On ne peut pas transformer une gourgandine en dame du monde. Gourgandine. Le mot est tombé dans le silence de la salle à manger comme une pierre dans un lac gelé. C'est un mot ancien, un mot désuet, mais sa charge de mépris est intemporelle. Il ne signifie pas seulement une femme aux mœurs légères. Il implique la ruse, l'arrivisme, une femme de basse extraction qui utilise ses charmes pour s'élever socialement. C'était l'insulte parfaite, celle qui englobait tout ce qu'elle pensait de moi, que j'étais une profiteuse, une séductrice sans éducation, indigne de son fils et de son nom. Un silence de mort s'est installé. Même Chloé semblait surprise par la violence du mot. Amandine a eu un petit sourire satisfait. Léo, à côté de moi, a froncé les sourcils. Le mot était assez ancien pour qu'il ne le saisisse pas immédiatement. « Maman, qu'est-ce que tu as dit ?» a-t-il demandé, confus. Mais moi, j'avais entendu. Oh oui, j'avais entendu. Chaque syllabe avait résonné en moi, non pas comme une blessure, mais comme un signal. Le signal que la partie était terminée. La limite avait été franchie. Ce n'était plus une question de snobisme, de pique ou d'humiliation. C'était une déclaration de guerre totale contre mon identité, ma dignité et mon amour pour son fils. Tout à coup, la rage que j'avais réprimée toute la soirée a déferlé en moi. Mais ce n'était pas une rage chaude et incontrôlable. C'était une colère froide, lucide, d'une clarté cristalline. La peur avait disparu. L'intimidation s'était envolée. Il ne restait plus que la certitude absolue de ce que je devais faire. J'ai senti tous les regards sur moi. Ils s'attendaient peut-être à ce que je pleure, à ce que je m'effondre. Martine, en particulier, me regardait avec une lueur de triomphe dans les yeux, savourant sa victoire. Elle pensait m'avoir mise à terre, m'avoir achevée. Elle n'aurait pas pu se tromper davantage. Dans le silence pesant, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai senti le sang pulser à mes tempes, mais ma main, lorsque je l'ai posée sur mon verre, était parfaitement stable. J'ai ignoré Martine. J'ai ignoré Léo. J'ai levé les yeux et j'ai regardé Jean-Philippe, le père, l'homme de culture et des héritages, droit dans les yeux. Le silence était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Et puis, d'une voix qui n'a pas tremblé, une voix posée, claire et tranchante comme une lame, j'ai parlé. Et j'ai su, au fond de moi, que plus rien ne serait jamais comme avant. Ma voix s'est élevée, nette et précise, dans le silence de mort qui pesait sur la pièce. Monsieur Durand, ai-je commencé, en m'adressant uniquement au père de Léo. Vous parlez de l'exposition sur la peinture du XVIIIe siècle, n'est-ce pas? C'est un sujet fascinant. Un murmure de surprise a parcouru la table. Jean-Philippe m'a regardé, décontenancé, ne s'attendant manifestement pas à ce que je prenne la parole, encore moins sur ce sujet. J'ai continué, mon ton devenant plus assuré à chaque mot. Quand vous parlez de la difficulté pour les non-initiés de saisir l'âme de cette époque, vous faites sans doute référence à la transition complexe entre la fin du classicisme et l'apogée du style rococo. C'est vrai que c'est subtil. Le visage de Jean-Philippe a commencé à changer, passant de la surprise à un intérêt prudent. Léo me fixait, la bouche entr'ouverte, comme s'il me découvrait. Par exemple, ai-je poursuivi, en me penchant légèrement en avant,
on ne peut pas apprécier la légèreté presque frivole d'un tableau comme L'Escarpolette de Fragonard si on ne comprend pas qu'elle est une réaction directe à la gravité, à la solennité et aux thèmes moraux d'un artiste comme Poussin, qui dominait le siècle précédent. Ce n'est pas juste une scène galante, c'est une déclaration d'indépendance artistique et sociale. Le silence était maintenant absolu. Martine me dévisageait, son assurance commençant à se fissurer. Chloé et Amandine semblaient complètement perdues. J'ai porté mon attention sur la pièce maîtresse du salon, un grand tableau accroché au-dessus de la cheminée. Prenez cette toile, par exemple. C'est une très belle copie d'une scène de Watteau. On y voit toute la mélancolie de ces fêtes galantes. Ce ne sont pas des célébrations joyeuses. Ce sont des représentations d'une aristocratie consciente de la fugacité de ses plaisirs, une sorte de prémonition de la fin de leur monde. Je me suis retournée vers la table, mon regard balayant chaque visage stupéfait. Ma mère, qui était professeure de piano, m'a emmenée au Louvre pour la première fois quand j'avais 9 ans. Elle ne m'a pas juste montré des tableaux, elle m'a appris à les lire. Elle disait que l'art, comme la musique, est un langage. Et ce langage, Monsieur Durand, n'appartient à aucune classe sociale. Il appartient à ceux qui prennent le temps de l'apprendre. Le coup de grâce. J'ai alors tourné mon regard, lentement, vers Martine. Elle était pâle, ses lèvres pincées en une fine ligne blanche. Son masque de supériorité s'était brisé en 1000 morceaux. Et pour votre information, madame, ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Le mot « gourgandine » a été largement popularisé par Molière dans ses pièces, notamment pour décrire des servantes rusées. C'était une critique de la société de son temps. Mais je constate que même Molière, il y a plus de 300 ans, l'utilisait avec plus d'esprit et de subtilité que vous ne l'avez fait ce soir. Checkmate. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. On aurait dit une scène figée, un tableau vivant de l'humiliation. Martine avait les yeux écarquillés, incapable de formuler une réponse. Elle, la grande dame de la culture parisienne, venait de se faire donner une leçon d'histoire de l'art et de littérature par la petite provinciale, qu'elle méprisait tant. C'est alors qu'une voix s'est élevée du bout de la table, une voix rauque et amusée. C'était tante Isabelle. Elle a posé sa fourchette et m'a regardé avec une lueur de pure admiration dans les yeux. Parfois, a-t-elle dit, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse, le silence est l'arme la plus tranchante. Je lui ai adressé un petit sourire, une reconnaissance silencieuse. Et parfois, tante Isabelle, ai-je répondu doucement, un seul mot bien placé suffit à le transpercer. Le dîner s'est terminé peu après, dans une atmosphère de chaos silencieux. Les adieux ont été brefs, froids. Personne n'osait plus me regarder en face. En sortant dans l'air frais de la nuit parisienne, Léo m'a attrapé par le bras. Il me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Clara. Je ne savais pas. Mais la guerre n'était pas finie. Ce n'était que le début de la véritable épreuve pour notre couple. Le trajet de retour en voiture s'est fait dans un silence assourdissant. Le bruit du moteur était la seule chose qui rompait la tension palpable entre Léo et moi. Il gardait les yeux rivés sur la route, ses mains crispées sur le volant. Je regardais les lumières de Paris défiler à travers la vitre, mais je ne voyais rien. Je rejouais la scène encore et encore dans ma tête, chaque mot, chaque regard. La satisfaction de ma victoire commençait à s'estomper, laissant place à une profonde tristesse et à une anxiété grandissante. Que allait-il se passer maintenant ? Une fois rentré dans mon petit appartement, loin du faste glacial de sa famille, Léo s'est effondré. Il s'est assis sur le canapé, la tête entre les mains. « Clara, je suis tellement désolé », a-t-il répété pour la 10e fois. Je n'ai rien vu. J'ai été aveugle. Comment ai-je pu être si stupide ? Il y avait de la douleur et de la honte dans sa voix. Pour la première fois, il voyait sa famille, et surtout sa mère, pour ce qu'elle était vraiment. Le piédestal sur lequel il les avait placés toute sa vie venait de s'écrouler. Une partie de moi avait pitié de lui, mais une autre partie était en colère. En colère qu'il ait fallu une humiliation publique pour qu'il ouvre enfin les yeux. Les jours suivants ont été un cauchemar. Le téléphone de Léo n'arrêtait pas de sonner. C'était Martine. Mais elle n'appelait pas pour s'excuser. Oh non. Elle appelait pour hurler.
pour l'accuser d'avoir laissé une étrangère manquer de respect à sa propre famille. Pour lui reprocher d'avoir fait le jeu de cette manipulatrice. Elle ne montrait aucun remords, seulement une fureur narcissique d'avoir été démasquée et humiliée sur son propre terrain. J'entendais des bribes de leur conversation. Léo essayait de la raisonner, sa voix passant de la supplication à la colère. « Mais maman, tu ne comprends pas ce que tu lui as fait? Ce que tu as dit? » Et la voix stridente de Martine de l'autre côté, « Ce que j'ai dit? C'est ce qu'elle a fait qui est impardonnable. Elle a semé la discorde dans notre famille. J'ai posé une condition à Léo. Je ne voulais pas le forcer à choisir, mais je devais protéger ma propre santé mentale. Léo, je t'aime plus que tout, lui ai-je dit, la voix tremblante. Mais je ne peux pas retourner dans cette maison. Je ne peux pas revoir ta mère. Pas tant qu'elle ne m'aura pas présenté des excuses sincères. Cette période a été l'une des plus difficiles de ma vie. J'ai commencé à douter. Avais-je bien fait? N'avais-je pas été trop dure, trop arrogante dans ma riposte? L'amour de Léo valait-il de le couper de sa famille? J'ai passé des nuits sans sommeil, à peser le pour et le contre, mon cœur tiraillé entre mon amour pour lui et mon besoin de dignité. J'étais perdue. Avez-vous déjà eu à choisir entre la personne que vous aimez et votre propre respect? C'est un choix terrible, un choix qui vous déchire de l'intérieur. Et je savais que la décision que Léo allait prendre déterminerait non seulement l'avenir de notre couple, mais aussi l'homme qu'il voulait devenir. Il passait des heures au téléphone, non seulement avec sa mère, mais aussi avec son père, avec Chloé. Il essayait de leur faire comprendre mon point de vue, la violence de leurs mots, la cruauté de leurs actions. Mais il se heurtait à un mur de déni et d'arrogance. Pour eux, ils étaient les victimes. J'étais l'agresseur. La pression était immense. Je voyais Léo dépérir à vue d'œil, torturé par ce conflit de loyauté. Et je commençais à penser que j'allais le perdre. Que l'amour ne suffisait pas face à des décennies de conditionnement familial. Une semaine après le dîner, une semaine de silence radio entre nous et sa famille, Léo est rentré du travail plus tard que d'habitude. Il avait l'air épuisé, ses traits tirés. Il transportait une grande valise. Mon cœur s'est arrêté de battre. C'était fini. Il avait fait son choix. Il retournait dans sa famille, et il venait chercher le reste de ses affaires. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mais ce qu'il a dit ensuite m'a laissé complètement sans voix. Léo a posé la valise dans l'entrée. Le bruit sourd a résonné dans le silence de l'appartement et dans mon cœur anxieux. Je me suis préparé au pire, aux mots qui allaient briser ma vie. Je le regardais, incapable de parler, attendant la sentence. Il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu non pas de la pitié ou de la colère, mais une détermination que je ne lui avais jamais vue. J'ai eu une longue discussion avec eux, a-t-il commencé, sa voix grave. J'ai tout essayé, Clara. J'ai essayé de leur expliquer, de leur faire entendre raison. Il a fait une pause, et a secoué la tête avec une tristesse infinie. Ils ne comprennent pas. Ou plutôt, ils ne veulent pas comprendre. Pour ma mère, s'excuser serait admettre qu'elle a eu tort, et c'est quelque chose qu'elle est incapable de faire. Il s'est approché de moi, a pris mes mains dans les siennes. Elle m'a donné un ultimatum. C'est soit toi, soit eux. Mon souffle s'est coupé. Voilà. Le choix impossible. Alors j'ai fait mes valises, a-t-il continué doucement. J'ai quitté la maison. Je ne peux pas vivre avec des gens qui traitent la femme que j'aime de cette façon. Je ne peux pas cautionner leur cruauté et leur mépris. C'est toi, ma famille, maintenant. C'est avec toi que je veux construire ma vie. Les larmes que j'avais retenues toute la semaine ont finalement coulé. Des larmes de soulagement, de gratitude, et d'un amour si immense qu'il semblait pouvoir remplir l'univers entier. Il m'avait choisi. Il avait choisi l'amour plutôt que l'argent. Il avait choisi le respect plutôt que la tradition. Il avait choisi notre avenir plutôt que son passé. Je me suis jetée dans ses bras, et nous sommes restés là, enlacés, pleurant et riant en même temps, au milieu de mon petit salon. C'était la fin d'un monde, et le début d'une autre. Quelques jours plus tard, alors que nous commencions à chercher un appartement plus grand pour nous deux, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était tante Isabelle. Sa voix était exactement comme je l'imaginais,
un peu rauque, sans fioriture. Elle n'a pas tourné autour du pot. Jeune fille, je vous appelle pour vous dire que vous avez eu bien du courage, a-t-elle dit. Elle n'a pas cherché à excuser sa famille. Elle a simplement offert une perspective. Martine a peur, a-t-elle expliqué. Elle a peur de perdre son fils au profit d'une femme qu'elle ne peut pas contrôler. Elle a peur que le monde qu'elle a toujours connu, avec ses règles et ses hiérarchies, disparaisse. Et sa peur la rend stupide et cruelle. Je ne vous dis pas ça pour que vous lui pardonniez, Dieu non. Je vous le dis pour que vous compreniez que son venin ne vous concerne pas personnellement. C'est le poison d'une femme terrifiée par le changement. Ne la laissez pas vous atteindre. Construisez votre bonheur loin d'elle. Ces mots ont été un baume sur mes blessures. Ils m'ont permis de lâcher la dernière once de colère que je ressentais. Martine n'était pas un monstre tout-puissant. C'était juste une femme triste et effrayée. Nous avons pris une décision radicale. Nous avons quitté Paris. La ville était trop imprégnée de l'influence de sa famille. Nous avons déménagé à Lyon, ma ville. Nous avons trouvé un bel appartement près du parc de la Tête d'Or. Léo a trouvé un poste dans une start-up dynamique, loin du monde compassé de la finance de son père. J'ai continué à développer mon agence. Notre vie était plus simple, plus modeste, mais elle était authentique. Elle était à nous. Nous étions entourés de mes amis, de ma famille, des gens qui nous aimaient pour ce que nous étions, pas pour notre nom ou notre compte en banque. Nous étions heureux. Mais malgré ce bonheur, une partie de moi sentait que l'histoire n'était pas complètement terminée. Je repensais à cette soirée, à l'humiliation, à la solitude que j'avais ressentie. Et je me disais que je ne pouvais pas être la seule. Il devait y avoir d'autres femmes, d'autres, Clara, qui vivaient des situations similaires en silence. Et j'ai su que je devais faire une dernière chose. Non pas par vengeance, mais pour leur donner une voix. L'idée m'est venue un soir, alors que Léo et moi partagions un verre de vin sur notre petit balcon, avec vue sur les toits de Lyon. La colère et la douleur de cette soirée s'étaient apaisées, remplacées par une sorte de force tranquille. Je ne voulais plus me venger, ce sentiment m'avait quitté. Mais je ressentais un besoin profond de transformer cette expérience négative en quelque chose de constructif, quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes. L'option la plus facile aurait été de faire une vidéo virale, un coup de gueule, sur les réseaux sociaux. Mais ce n'était pas mon style. C'était trop direct, trop agressif. Cela aurait ressemblé à la vengeance que je cherchais précisément à éviter. Je voulais quelque chose de plus réfléchi, de plus durable. J'ai donc décidé de faire ce que je sais faire de mieux, écrire. J'ai passé plusieurs semaines à rédiger mon histoire. Je n'ai mentionné aucun nom, aucun lieu précis. J'ai changé suffisamment de détails pour que la famille Durand ne puisse jamais être identifiée. Mon but n'était pas de les pointer du doigt publiquement, mais de décrire le mécanisme universel de l'exclusion sociale et du mépris de classe. J'ai parlé de la violence des mots murmurés, de la cruauté des sourires en façade, de la solitude immense que l'on peut ressentir au milieu d'une famille qui a décidé que vous n'étiez pas des leurs. J'ai décrit l'incident de l'allergie, l'arrivée de l'ex-petite amie, et bien sûr, j'ai parlé de ce mot, gourgandine, et de la façon dont il avait été utilisé non seulement pour m'insulter, mais pour tenter d'annihiler ma valeur en tant que femme. Quand le texte a été terminé, je l'ai envoyé, le cœur battant, à la rubrique « Témoignages » d'un grand magazine féminin français, un magazine lu par des millions de femmes de tous âges et de tous horizons. Pendant des semaines, je n'ai pas eu de réponse. Je commençais à penser que mon histoire finirait dans une corbeille. Et puis, un matin, j'ai reçu un email. C'était la rédactrice en chef de la rubrique. Elle me disait que mon texte l'avait profondément touchée, ainsi que tout le comité de rédaction. Ils allaient le publier dans leur prochain numéro. Quand le magazine est sorti, j'étais incroyablement nerveuse. Que allaient penser les gens? Allaient-ils me trouver prétentieuse? Revancharde? Mais la réaction a dépassé toutes mes espérances. Quelques jours après la publication, la section « Courrier des lectrices » du site web du magazine a explosé. Des centaines, puis des milliers de femmes ont commencé à écrire. Leurs histoires étaient toutes différentes, mais elles partageaient la même douleur. Il y avait l'infirmière que sa belle-mère médecin méprisait. La caissière dont le beau-père avocat se moquait de son « petit travail ».
La jeune femme d'origine immigrée que la famille, française de souche, de son fiancé traitait comme une curiosité exotique. Une femme a écrit « Merci. Merci de mettre des mots sur ce que je vis en silence depuis 10 ans. Je pensais que j'étais folle, que j'étais trop sensible. » Une autre a partagé « Mon beau-frère m'a surnommée « la petite prolo » pendant des années. Mon mari ne disait jamais rien. Après avoir lu votre article, je lui ai montré. Pour la première fois, il a compris ma peine. Il a enfin confronté son frère. Mon histoire, devenue anonyme, n'était plus la mienne. Elle était devenue un catalyseur, un point de ralliement. Elle avait créé un espace où des femmes qui ne se connaissaient pas pouvaient se sentir vues, comprises et moins seules. J'avais transformé le poison de Martine en un antidote pour d'autres. C'était une victoire bien plus douce et plus profonde que la simple satisfaction de l'avoir remise à sa place. J'ai suivi ces discussions pendant des semaines, le cœur serré mais rempli d'une étrange chaleur. J'avais trouvé ma véritable vengeance, la solidarité. Et puis, un jour, alors que je pensais que le flot de messages allait se tarir, j'ai reçu un email qui a été transféré par la rédaction du magazine. L'expéditeur n'avait pas laissé de nom, mais à la façon dont il était écrit, je savais exactement de qui il s'agissait. L'email était court, direct, sans les fioritures habituelles de son milieu. Il n'y avait pas de formule de politesse élaborée, juste des mots simples, presque maladroits, mais qui semblaient venir d'un endroit sincère. J'ai lu votre article. Une amie me l'a envoyé. J'ai tout de suite su que c'était vous. Je voulais juste dire. Je n'avais jamais réalisé. Je n'avais jamais réfléchi à l'impact de ce mot, de tous ces mots. Pour moi, c'était une habitude, une sorte de jeu stupide que nous jouions avec ma mère. De la méchanceté facile. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, ce serait trop vous demander. Mais je voulais vous remercier de ne pas avoir répondu par la haine. Vous auriez pu nous détruire publiquement, mais vous avez choisi de faire réfléchir les autres. Vous m'avez fait réfléchir. C'était signé, simplement, c'est Chloé. Je suis restée assise devant mon ordinateur pendant un long moment, relisant ces quelques lignes. Une partie de moi était sceptique, mais une autre a reconnu la difficulté qu'il avait dû lui falloir pour écrire cela, pour admettre sa propre petitesse. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à ajouter. Son message n'était pas une demande de pardon, mais une reconnaissance de sa faute. Et pour moi, c'était suffisant. C'était la preuve que même les esprits les plus fermés pouvaient parfois laisser entrer une fissure de lumière. Les années ont passé. Léo et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple et joyeuse à Lyon, entourés de nos vrais amis et de ma famille. Nous avons eu 2 enfants, une fille et un garçon, qui grandissent loin de la toxicité et des faux-semblants du monde des Durand. Nous n'avons plus jamais eu de contact direct avec Martine. Après le départ de Léo, elle a refusé toute communication, trop fière pour admettre sa défaite. Jean-Philippe a suivi sa femme, comme il l'avait toujours fait. Le lien avec Chloé est resté distant, un échange de cartes de vœux formelles une fois par an. La fracture n'a jamais été réparée. Et j'ai appris à vivre avec ça. On ne peut pas forcer les gens à changer. La seule personne de la famille de Léo qui fait partie de notre vie est tante Isabelle. Elle a bravé les foudres de Martine pour venir à notre mariage, et elle est devenue la grand-tante adorée de nos enfants. Elle leur apporte des livres, leur raconte des histoires et leur apprend que la vraie noblesse n'est pas dans le nom de famille, mais dans la gentillesse du cœur. Parfois, Léo est triste. Il pense à la famille qu'il a perdue. Mais ensuite, il regarde nos enfants rire dans le jardin, il me prend la main, et il sait qu'il a fait le bon choix. Il a choisi de briser un cycle de mépris pour en créer un d'amour. Aujourd'hui, je suis en paix. La victoire, je le comprends maintenant, ce n'était pas de clouer le bec à Martine lors de ce fameux dîner. Ce n'était pas non plus de recevoir un email d'excuses de Chloé. La vraie victoire, c'est cette vie que nous avons construite, brique par brique, une vie basée sur le respect mutuel, la confiance et l'amour. Une forteresse si solide que les mots empoisonnés du passé ne peuvent plus l'atteindre. Ma famille, ce n'est pas celle où l'on est, c'est celle que l'on choisit. C'est celle qui nous élève au lieu de nous rabaisser, qui célèbre nos forces au lieu de pointer nos faiblesses. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez, vous aussi, dû vous battre pour votre amour, pour votre dignité, face à une famille,
des amis, ou une société qui vous jugeait, alors n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir mon travail. Et surtout, partagez votre propre expérience dans les commentaires. Racontez-moi votre histoire. Votre voix est importante, et votre vécu peut donner de la force à quelqu'un d'autre qui se sent seul en ce moment même. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires de la vie, où des gens ordinaires comme vous et moi trouvent en eux une force extraordinaire pour surmonter les épreuves. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, vous valez bien plus que le jugement des autres. À très bientôt.